Merci, monsieur les membres du jury. Merci, monsieur le président du jury. Et mes salutations à la famille qui est là pour m'assister dans ce travail. Il faut dire que j'ai l'honneur aujourd'hui de faire la présentation de ma thèse qui résulte de 4 années et demie de travail sous la direction de professeur Paul Beaulieu qui est en ligne, à qui je dis mes salutations également. Alors le thème de mon travail, c'est la coordination des apprentissages dans l'action au sein des communautés de lutte contre le paludisme, cas de la distribution des moustiquaires au Bénin pendant la Covid-19. Je vais vous dire juste un mot sur moi pour dire que ça fait plus de 22 ans que je travaille dans le domaine de la santé. 12 ans pratiquement chez Sanofi, qui est l'un des leaders de l'industrie pharmaceutique, après être transité par Medicines for Malaria Venture dans le cadre d'un projet d'envergure dans la lutte contre le paludisme, notamment avec l'artésunate injectable. Et depuis 7 ans exactement, je suis le directeur régional santé publique pour la zone Afrique francophone chez Vestgard, qui se trouve être le leader mondial de la fabrication des moustiquaires. Quant au contenu, il faut dire que le plan est celui qui est proposé par BSI, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Maintenant, lorsqu'on parle de communauté de lutte contre le paludisme, il faut bien s'entendre qu'il ne s'agit pas d'une organisation qui s'appelle communauté. C'est un réseau de parties prenantes qui doivent travailler de manière complémentaire pour arriver à bout du paludisme. Mais ce tableau qui peut sembler faire mal aux yeux traduit tout simplement la complexité de l'environnement de cette communauté-là de lutte contre le paludisme. Et ici, j'ai emprunté, pour parler des parties prenantes, au modèle de Mitchell Hagenwood de 1997, qui permet justement de catégoriser les parties prenantes en fonction d'un certain nombre d'attributs. Là, on a le pouvoir, la légitimité et l'urgence. Et alors que le modèle propose 6 catégories, je n'ai pu loger les parties prenantes de la lutte contre le paludisme que dans 4 catégories. Donc d'une part, vous avez des parties prenantes qui font autorité, et ça semble très bien s'appliquer dans la lutte contre le paludisme, notamment à travers les bailleurs de fonds. Il faut dire que dans le PALU, le Fonds mondial, c'est pratiquement 60% de financement. Ensuite, nous avons les parties prenantes dites dominantes. Ce sont elles qui sont les chefs d'orchestre. Il s'agit notamment de l'OMS, des chercheurs, etc. Par la suite, les parties prenantes dépendantes. Ici, j'ai classé les programmes nationaux de lutte contre le paludisme. Le thème peut sembler bizarre. Comment est-ce que le PNLP, qui est censé être au centre des préoccupations, se trouve être dépendant? Malheureusement, ça traduit très bien la réalité. Et pour terminer, des parties prenantes discrétionnaires. On va dire discrétionnaires parce qu'elles ne sont pas censées faire beaucoup de bruit. Vestgard, par exemple, dans le secteur privé, est souvent évité lorsqu'on va dans les milieux du PNLP, des ONG, etc. La question, c'est, ces parties prenantes doivent travailler depuis des années pour mettre fin au paludisme. Et la plupart ont d'ailleurs pour mission un monde sans paludisme. Mais est-ce que c'est le cas aujourd'hui? La réponse, malheureusement, semble être non. Non, parce que dans le contexte d'aujourd'hui, et là c'est selon l'OMS, un enfant décède de paludisme chaque minute. Ce qui signifie, monsieur les membres du jury, que d'ici à la fin de ma présentation, 100 de personnes seront décédées du paludisme. J'ai bien envie de dire paix à leurs âmes, par anticipation. Mais ce n'est pas parce que rien n'est fait. Il faut dire que ce graphique, la figure 30, montre l'évolution de la performance de lutte contre le paludisme de 2010 et avec une projection jusqu'à 2030. Et on peut voir ici qu'on avait des résultats plutôt intéressants jusqu'à peu près 2013. Entre 2013 et 2015, on a commencé à avoir une stagnation, ce qui a poussé l'OMS et ses partenaires à développer un document stratégique mondial de lutte contre le paludisme avec des objectifs ambitieux, moins 40%, réduction de mobilité 40% à 2020, de 75% à 2025 et de 90% à 2030. Donc l'objectif, c'est clairement mettre fin au paludisme. Mais lorsqu'on regarde les résultats qui sont là, on voit que malgré ce document stratégique, on est resté stagnant. L'OMS dit the results are plateauing, comme pour dire qu'effectivement c'est stagnant. Parce que là, vous voyez le décalage, par exemple, en 2022, entre ce qui est attendu et les résultats réels.
Pour ce qui est des explications, il y en a une panoplie que j'ai citée là, mais on peut juste se focaliser, par exemple, sur les résistances aux médicaments d'une part, les résistances aux insecticides d'autre part, mais aussi sur l'absence d'innovation radicale et le manque de financement. En tout cas, les financements sont de plus en plus réduits. Donc, cette situation amène à se poser quelques questions. Qu'est-ce qu'on a fait, par exemple, des apprentissages depuis toutes ces années où on avait, par exemple, les bons résultats, étant donné que même les résultats globaux aujourd'hui cachent certains résultats qui sont positifs. Donc, en termes de questions de recherche, nous voulons comprendre comment s'effectue généralement la gouvernance et la gestion des apprentissages au sein des communautés de lutte contre le paludisme en nous appuyant sur un cas précis, le cas de la distribution des moustiquaires au Bénin en pleine pandémie de Covid, parce que c'est une bonne opportunité pour mesurer comment est-ce que ces communautés apprennent. Et comme question spécifique, pour ce cas du Bénin, nous avons voulu comprendre quel est par exemple le processus qui a permis aux acteurs du Bénin de définir la stratégie de résolution de problèmes de distribution pendant Covid, parce qu'il y avait des risques de contamination, etc. Et en deux, est-ce on pouvait identifier les étapes claires de l'apprentissage dans l'action, et finalement comment s'est déployée la coordination pour faire bénéficier au reste de la communauté, en commençant par le Bénin, mais en dehors des apprentissages tirés de cette grosse opportunité. Donc, si vous demandez pourquoi on se focalise tant sur les apprentissages dans l'action, il faut dire que 46 ans en arrière, Revans, qui est considéré comme le père fondateur de l'Action Learning, disait déjà, et je cite, « Les managers et les organisations ne peuvent prospérer que si leur rythme d'apprentissage est égal ou supérieur au rythme des changements qu'ils subissent. » Avec le temps, on peut se dire que probablement Revans chuchotait aux oreilles de la communauté de lutte contre le paludisme, qui probablement n'a pas écouté. Ce qui fait qu'en 2024, lors d'une conférence internationale, l'une des plus courues, de Multinational Initiative on Malaria, Dr Aimable, qui est directeur du PNLP, dans ses mots de conclusion de cette conférence, disait « Les moustiques n'ont pas besoin de visa pour voyager. Nous devons apprendre des moustiques. Nous, les programmes nationaux de lutte contre le paludisme, devons commencer à partager les données sans barrière. » Et là, vous voyez, il y a deux thèmes que nous devons apprendre, d'une part, mais une fois qu'on a appris, nous devons partager. C'est dire l'importance des apprentissages, point de vue performance organisationnelle. Maintenant, il se peut qu'on peut aborder les apprentissages sous plusieurs angles. Nous, dans la revue de la littérature, nous nous sommes appesantis sur des auteurs qui ont travaillé et qui ont pignon sur rue dans la promotion d'une approche précise d'apprentissage. L'Action Learning, par exemple, Revans est le pionnier de l'International Foundation for Action Learning. Nous avons Marquardt qui est très actif au niveau du World Institute for Action Learning. Et puis Dorothy et collègues ont travaillé sur une démarche d'apprentissage au sein de l'Active Network for Accountability and Performance. Et ça, c'était pour l'Action Learning. Pour ce qui est de la coordination, lors de cette revue, nous avons trouvé que Beaulieu et Leblanc avaient travaillé sur un environnement quasi similaire, c'est-à-dire que les États, certains États européens qui apportent plus souvent de l'aide dans le contexte du développement local, notamment en Afrique, se posaient déjà la question de la cohérence et de la complémentarité de leurs aides. Nous avons donc utilisé ce modèle-là également comme cadre théorique, et donc nous avons ces cadres théoriques que nous devons intégrer dans notre méthodologie. Alors, l'économie, justement, de la revue de la littérature, suivant ces trois organisations, voudrait que une démarche d'action learning soit toujours déclenchée par soit un problème, soit une question, soit un sujet, qu'une équipe soit mise en place pour réfléchir justement sur les actions à mettre en place, que des rôles des membres soient clairement définis, comme quoi la démarche d'action learning, c'est une démarche a priori et non a posteriori, et puis finalement que le processus soit clairement défini. Et on peut le voir, problème, processus de questionnement, action qui en résulte,
mais surtout, élément de sortie, apprentissage. L'apprentissage, c'est bien ce qui nous a mobilisés. Et c'est pour ça que nous allons utiliser des cadres théoriques dans la méthodologie, puisque nous voulons en réalité explorer et décrire la manière dont les acteurs de lutte contre le paludisme apprennent ensemble et coordonnent justement leurs actions d'apprentissage en nous appuyant sur le cas du Bénin. Et pour cela, nous avons emprunté, n'est-ce pas, aux outils de collecte de données suivant la finalité de Marshall et Roseman de 1995 et avons adopté comme outil principal de collecte de données les entretiens semi-directifs qui pour nous font partie des types d'entretiens en profondeur. Pourquoi entretien semi-directif? Parce que d'une part, nous voulons utiliser des cadres théoriques pour guider nous-mêmes notre démarche, mais semi-directif parce que nous laissons la possibilité justement aux répondants de s'étendre, mais dans ce cadre qui est initialement défini. Toujours dans la méthodologie, il y a donc eu au total 32 entretiens semi-directifs qui reprenaient justement les 4 thèmes qu'on a vus, notamment la définition de la stratégie, les étapes d'apprentissage, les critères de performance et finalement la coordination des apprentissages. Pour ce qui est des analyses de données, nous avons opté pour croiser, n'est-ce pas, 2 méthodologies. D'abord, l'analyse des données textuelles à travers le logiciel Sphinx, qui offre la possibilité, de manière objective, de calculer par exemple la fréquence des mots et de rapprocher les mots suivant leur similarité. Il s'agit bien là d'utiliser les données fraîchement recueillies du terrain et donc de coupler cela avec l'intelligence artificielle générative ChatGPT, qui lui va utiliser la numérisphère, donc les données théoriques générales sur le web, mais suivant un entraînement qu'il subit pour interpréter les résultats justement de l'analyse de données textuelles. Et le professeur Moscaro, qui est dans la salle, merci d'être là, pense que ce couplage permet d'augmenter le processus justement d'analyse dans la recherche qualitative. Alors pour ce qui est des résultats, sur l'action learning, nous pouvons résumer en disant que d'après les données terrain, il est clair, quasiment évident qu'au Bénin, on a respecté certaines étapes, en tout cas les premières du processus d'apprentissage, problème, équipe, question, action, mais que là où il y a eu un problème clairement défini, c'est au niveau des lacunes importantes dans la dernière étape. C'est-à-dire, par exemple, on a très peu d'apprentissage sur le plan personnel et une faiblesse de la documentation, et sur le plan personnel et sur le plan organisationnel. Pour ce qui est de la coordination des apprentissages, ici, et vous pouvez voir des exemples de verbatim, on a noté les lacunes en matière de partage de coordination des apprentissages d'une part, un déséquilibre criard entre les acteurs de terrain. En tous les cas, l'analyse des parties prenantes le montre, mais les analyses de ChatGPT le montrent également. Et plus important, puisque la coordination ne se décrète pas, il faut que quelqu'un en prenne la responsabilité. Les acteurs ont eux-mêmes identifié le rôle potentiel que pourrait jouer le partenariat ABM dans cette coordination. C'est pour cela qu'en termes de recommandations, la première est d'intégrer le concept d'apprentissage dans les activités de suivi-évaluation en 7 termes. Aujourd'hui, on fait suivi-évaluation, on s'arrête là. Il manque quelque chose pour la boucle. Il faut tirer des apprentissages nés de ce suivi-évaluation pour les projets ou pour les situations similaires dans le futur. Et nous avons proposé justement un formulaire de rapport d'apprentissage qui pourrait être harmonisé et utilisé de la même manière justement par les différents acteurs impliqués dans la lutte contre le paludisme. La deuxième recommandation, c'est la mise en place d'un système d'information. Il faut dire qu'à date, beaucoup d'acteurs, notamment au niveau des PNLP, utilisent leurs ordinateurs, utilisent leur propre email privé. Et la résultante, c'est que quand ils quittent, ils partent avec toutes les données sur lesquelles ils ont travaillé. La mise en place d'un système d'information va permettre de résoudre un certain nombre de problèmes. Mais pour ce qui est des apprentissages, la saisie, la conservation des informations notamment. Recommandation numéro 3, je disais, les apprentissages dans l'action, c'est une démarche a priori qui est pensée. Il faut des personnes qui s'en occupent. C'est pour ça que pour la communauté de lutte contre le paludisme, je propose ici une démarche d'action learning que j'ai appelée Action Learning for Malaria Stakeholders, avec 5 étapes qui s'adaptent, n'est-ce pas, au modèle issu des 3 exemples
Donc, un, il faut identifier, clarifier le problème chaque fois qu'on est face à un problème. Ensuite, mettre en place une équipe d'apprentissage, organiser des réunions pour, à travers le processus de questionnement, prendre des décisions d'action, mais surtout, à la fin, tirer des apprentissages que l'on va documenter suivant le rapport qu'on a vu. Et j'attire l'attention sur la notion d'itération entre les étapes 3 et 5. Finalement, la recommandation 4, c'est celle qui va permettre de résumer et de mettre en musique pratiquement tout ce que nous venons de dire. C'est-à-dire qu'il faut une plateforme centralisée. Ça, c'est l'un des éléments clés lorsqu'on regarde le modèle de coordination, notamment celui de Paul Beaulieu et Leblanc. Il faut une plateforme centralisée parce qu'aujourd'hui, il y a des données ça et là, ce sont les répondants qui le disent, et c'est difficile de trouver parce qu'il y a plusieurs types d'interventions. Avec cette plateforme centralisée, les parties prenantes sauront si j'y vais, si je tape telle requête, j'aurai telle réponse parce qu'il y a des gens qui y travaillent, parce qu'il faut que quelqu'un en prenne la responsabilité. Et dans les chapitres 5 et 6, surtout 6, nous allons proposer des démarches pour en arriver là. Donc ici, nous avons la synthèse des recommandations, avec des exemples de verbatim pour illustrer justement le pourquoi de ces recommandations. Et puis, la notion de priorité. Par exemple, parmi les 4, vous en voyez 2 recommandations sur, par exemple, l'intégration, l'apprentissage. Vous voyez que la priorité, c'est priorité absolue. Et puis, en matière de coordination, priorité absolue. Nous savons que pour la faisabilité de toutes ces recommandations, il faut réunir un certain nombre de leviers, parmi lesquels les leviers financiers. C'est pour ça que nous avons des hésitations pour certaines recommandations. Donc, quelles sont les prochaines étapes? La bonne charité commençant par soi, nous avons une réunion stratégique à Vestergaard l'année prochaine. J'ai obtenu de pouvoir présenter, restituer justement les résultats de ma recherche en interne à Vestergaard. Pour ce qui est du partenaire RBM, j'ai déjà informé Dr Michael Charles Adekunle, qui est le CEO de RBM, qui attend de savoir quand je prendrai rendez-vous après la soutenance pour partager avec le partenariat RBM. Et puis, vous avez une succession d'organisations. Je pourrais revenir là-dessus. Et puis, la transformation de la thèse en livre, ça, c'est un objectif que j'ai. Et donc là, vous avez le timing entre octobre 2024 et octobre 2026 comme étape suivante. Je vous remercie.